Une enfance heureuse et une âme passionnée. Jessica Easterly est née le 17 août 1976 au Mississippi à l'hôpital de Biloxi. C'est son grand-père, le docteur Clay Easterly, qui était alors médecin au sein de cet hôpital, qui a tenu à la mettre au monde. Jessica a eu une enfance exceptionnellement heureuse en grandissant à Ocean Springs et était extrêmement proche de ses parents, grands-parents, sœurs et cousins. Ses parents sont Donna Smith et Lloyd Easterly. Après elle, sa mère a mis au monde un autre enfant, Clay Edgar Easterly, mais ce bébé est malheureusement décédé 1 heure après l'accouchement. Jessie était alors l'enfant cadette. Elle était au centre de toutes les attentions. Ses amis et sa famille se souviennent avec tendresse d'elle comme étant intelligente, énergique, pleine de vie avec un grand sens de l'humour. Elle a grandi avec ses 2 grandes sœurs, Amanda et Audrey, et entourée par ses cousins-cousines. Bien que ses parents aient divorcé, ils ont décidé de conserver de bonnes relations. Donna, sa mère, a rencontré un homme nommé Rick Smith, puis se remarie avec lui. Jessica a accueilli son beau-père dans son cercle chaleureux, ils ont eu une excellente relation. Jessica aimait les traditions familiales et les vacances en famille, sa couleur préférée était le violet. Elle avait une soif intenable de la lecture et aimait la danse, la musique et les arts de la scène. Jessica va grandir et en 1994, elle obtient son diplôme de l'école secondaire Ocean Springs et a poursuivi ses études à l'université de l'Alabama du Sud où elle a obtenu un diplôme en audiologie et en orthophonie. À l'âge adulte, elle a rencontré des problèmes de santé. Elle a été diagnostiquée du syndrome de la fibromyalgie, qui est une affection chronique caractérisée par des douleurs diffuses persistantes et une sensibilité à la pression, souvent associée à une fatigue intense et aux troubles du sommeil. Elle était également sujette à la dépression et à la bipolarité. Des médicaments lui ont été prescrits afin d'atténuer ces symptômes. Vers 2010, alors qu'elle est invitée à une croisière pour fêter l'anniversaire d'un ami, elle fait la rencontre de Justin Turning, pour qui elle a le béguin et ce sentiment semble réciproque. Toutefois, ils finissent par se perdre de vue. 2 années plus tard, ils se retrouvent. Jessica décide de changer d'état pour le rejoindre à la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Et en 2015, ils décident de se marier. Jessica devient alors la belle-mère de Gracie, une fille que Justin a eue d'une précédente relation. Les filles se sont très vite bien entendues et Jessie considère Gracie comme sa fille de cœur. Malgré la distance, Jessie reste très proche de sa sœur Audrey et de sa meilleure amie d'enfance, Maria Creel, avec qui elle adorait passer des heures au téléphone pour se raconter leur vie respective. On va avancer de 4 années après le mariage. Nous sommes le 12 août 2019. Quelque chose de grave se produit au point que Jessica veuille à tout prix quitter le domicile conjugal. Elle tente alors de joindre Maria à plusieurs reprises, mais elle ne voit pas ses appels en absence. Lorsque Maria constate ces 3 appels en absence, elle rappelle immédiatement Jessica. Elle remarque à sa voix qu'elle semble effrayée par quelque chose. Jessica supplie alors Maria de venir la récupérer à son domicile car elle devait partir de toute urgence. Maria, vivant en Alabama à 2 heures de route de Jessica et ayant ses 2 enfants en garde, demande alors à Jessica si c'est urgent. Elle lui répond que non, mais qu'il faut qu'elle quitte son domicile. Maria lui demande de se calmer et promet à Jessica que le lendemain, dès qu'elle dépose ses enfants à l'école, elle arrivera à la première heure. Le lendemain, chose promise, chose faite. Maria rappelle Jessica, mais Jessica lui répond qu'elle est avec sa belle-fille au médecin car Gracie a passé la nuit à vomir. Elle lui dit ensuite que tout s'est arrangé et qu'elle n'a plus à venir la chercher, qu'elle la rappellera pour tout lui raconter. Maria est rassurée. Elle attend que Jessica la rappelle. Mais les heures passent et l'appel ne vient pas. Elle lui envoie des messages, mais pas de réponse. La nuit passe sans nouvelles. Le lendemain, nous sommes le 14 août 2019, il est 14 h quand Maria reçoit un message du Facebook de Jessie. Quand elle en prend connaissance, elle comprend que c'est Justin, le mari de Jessica. Il lui demande si elle n'avait pas vu Jessica car elle avait disparu. Il a dit à Maria que Jessica avait laissé son téléphone, ses clés, sa carte d'identité à la maison. Maria, déjà inquiétée par l'appel de la veille de Jessica, a rapidement appelé le service de police de la Nouvelle-Orléans pour faire un contrôle de bien-être au domicile de Jessica. Maria a dû insister pour que les policiers daignent se déplacer 48 heures plus tard. La police arrive et retrouve Justin, sa fille et son père. Celui-ci leur propose de rentrer mais la police décline. Ils constatent simplement l'absence de Jessica mais aucune suite. Elle n'est pas déclarée comme disparue et ni son amie Maria ni sa famille ne sont avisés. Le 22 août, toujours sans nouvelles, Maria finit par prévenir la famille de Jessica. Au vu de la passivité de la police, ils décident de se déplacer eux-mêmes. Les sœurs de Jessica, Amanda et Audrey ainsi que leur cousin Doug se sont rendus à la Nouvelle-Orléans pour parler aux détectives. Avant de passer aux locaux de police, ils ont décidé de tourner dans le quartier de Jessica pour repérer les endroits afin de pouvoir organiser une future équipe de recherche. Ils roulent fenêtre baissée et passent de rue en rue quand ils sont interloqués par une odeur nauséabonde. Ils décident de descendre de voiture pour poursuivre leurs recherches à pied dans une zone boisée.
Ils se rapprochent et finissent par faire la macabre découverte. Un corps gravement décomposé allongé, exposé au soleil, malgré l'état du corps qui était vêtu d'un short noir, d'un débardeur noir et de chaussures noires, la famille a immédiatement su qu'il s'agissait de leur sœur et de leur cousine bien-aimée. Ils ne comprennent pas que la police ne l'ait pas découverte plus tôt car le corps était à l'abandon à la vue de tous. Ils ont appelé la police et une quinzaine de policiers se déplacent et le corps de Jessica est emmené à la morgue. Le 1er septembre 2019, la police de l'Alabama prend un écouvillon de l'ADN de la mère de Jessica pour l'envoyer à la police de la Nouvelle-Orléans. La police refuse de commencer l'enquête tant que l'identification du corps n'a pas été confirmée par l'ADN. Ils interrogent tout de même le mari de Jessica, Justin, qui dit être persuadé que Jessica se soit donné la mort et évoque ses problèmes de santé du fait qu'elle voulait intégrer un hôpital psychiatrique, mais qu'elle a fini par choisir de sauter la vie. La famille de Jessica ne sera contactée par Justin que le 2 septembre et cet entretien les laisse dubitatifs. Si Jessica s'était réellement ôté la vie, quelle arme aurait-elle utilisée? Pourquoi personne n'a découvert le corps alors qu'elle était à la vue de tous? Le corps a-t-il été déposé par la suite? Un mois plus tard, nous sommes au mois d'octobre, la famille reste toujours sans nouvelles des résultats du test ADN. Ils insistent et découvrent que l'écouvillon contenant l'ADN de la mère de Jessica pour comparatif a été oublié dans un bureau et n'a jamais été envoyé au laboratoire car personne ne savait où ça devait aller. Cela retarde la confirmation de l'identité, ce qui retarde l'enquête sur Jessica. Le 8 novembre, l'identification est enfin réalisée. Le corps retrouvé est bien celui de Jessica, même si la famille n'avait aucun doute là-dessus. Ils apprennent qu'une fracture est apparente sur le cou de Jessica lorsqu'ils essaient de comprendre l'origine. On leur répond que cette fracture aurait eu lieu lors du transport du corps de Jessica vers la morgue. La famille de Jessica ne souhaitait qu'une chose à ce moment-là, enterrer le corps pour que leur fille repose enfin en paix, mais étant marié à Justin, c'est lui qui devait s'en charger, mais il a été arrêté entre-temps. En effet, alors qu'il était accoudé à un bar, il entend le prénom de Jessica, une autre femme qui portait le même nom que sa défunte épouse. Il va à la rencontre de cet inconnu et lui dit que sa femme s'étant donné la mort, il voulait qu'elle vienne récupérer tous les vêtements de son épouse. Les gens sont choqués et appellent immédiatement la police et Justin est embarqué. La police découvrira qu'il est aussi impliqué dans la création d'un compte GoFundMe demandant de l'aide pour payer les funérailles de Jessica. Justin dit sur ses comptes GoFundMe « Si vous faites un don, vous recevrez des photos, des vidéos, de la lingerie et même des chaussures exclusives. » Les parents de Jessica sont avisés et ils sont outrés. Ils deviennent de plus en plus suspicieux concernant la mort de Jessica et l'implication de Justin. Ils prennent connaissance du rapport d'autopsie et se rendent compte que Jessica a subi de multiples fractures. Une fracture du nez, une mâchoire cassée, une côte cassée et une vertèbre du cou cassée. Cette dernière blessure ne peut être due qu'à deux causes, soit un accident grave de la route où il y a eu un freinage brusque, soit elle est conséquente à un étranglement. Il demande une analyse toxicologique et on retrouve deux produits extrêmement forts qui ne peuvent être associés à d'autres étant donné leur dosage et côté addictif. Ces médicaments prescrits dans le cadre de sa maladie auraient pu faciliter sa mort car sous emprise, elle ne peut plus se défendre face à une éventuelle agression. Il n'y a que ses proches qui ont connaissance de cette maladie, dont Justin. Le cas de Jessica devient un cold case jusqu'au 15 mars 2020, moment où un couple du quartier de Lakeview contacte Audrey, la sœur de Jessica, et lui dit qu'ils ont retrouvé la carte d'identité et la couverture de Jessica. Audrey appelle le détective et lui dit que le couple a retrouvé à seulement 15 mètres de l'endroit où ils ont retrouvé le corps de Jessica 7 mois plus tôt. Le 7 avril, Audrey rappelle les voisins pour savoir ce qu'il en est. Elle apprend que personne ne les a contactés et qu'il n'y a pas eu de présence policière là où ils ont retrouvé la pièce d'identité et la couverture. La famille de Jessica Abou dépose plainte contre la police qui se déplace enfin au bout de 170 jours pour prendre les déclarations du couple et analyser la tête de lit qui était dans la chambre de Jessica retrouvée jetée pour le ramassage des ordures. L'enquête n'avance pas. En attendant, le corps de Jessica est toujours à la morgue depuis 388 jours et Justin n'a même pas essayé de le récupérer. Il y a des parts d'ombre de la vie de Jessica et Justin qu'il semble important de révéler. Le premier est que Justin avait poussé Jessica à réaliser des films pour adultes avec lui et elle se faisait appeler Vivian et lui Lance Anderson. Elle n'aimait pas le faire, mais Justin l'y forçait. Justin avait d'autres parts d'ombre à son actif. Maria, la meilleure amie de Jessica, avait remarqué que Justin était contrôlant et qu'il isolait Jessica. Il l'obligeait même à mettre le haut-parleur lorsque les membres de sa famille l'appelaient sur son téléphone. Jessica lui avait également révélé qu'il la violentait régulièrement, mais qu'elle restait car il lui disait qu'il avait beaucoup d'amis dans la police et que si elle le quittait, il la tuerait. Même à la mort de Jessica, Justin a continué à publier des vidéos de Jessica dans l'industrie du X. Il était défavorablement connu des services de police pour le port d'armes prohibées et pour un non-respect d'une injonction d'éloignement qui avait été demandée par son ex-partenaire.
Au bout de 601 jours sans nouvelles, la famille de Jessica lance une pétition en ligne pour sensibiliser le procureur Jason Williams à enquêter sur la mort de Jessica. Ils finissent par être reçus par le procureur et la mort de Jessica est enfin requalifiée en homicide et plus en suicide. Un panneau d'affichage à l'effigie de Jessica est mis en place pour obtenir des informations sur sa mort. Le 21 août 2021, Jessica aura enfin un enterrement digne de ce nom. Quelques mois plus tard, le 18 novembre 2022, l'histoire prend une tournure médiatique. La journaliste Jessica Noyle et l'ancien détective Todd McComas lancent un nouveau podcast indéterminé en l'honneur de Jessica. Encore aujourd'hui, sa sœur Audrey ne lâche pas l'affaire, elle a créé une page en soutien nommée Justice for Jessica, dans laquelle elle écrit « J'ai commencé cette page parce que je veux que tout le monde sache ce qu'il s'est passé dans le cas de Jessica. C'est une injustice pour notre famille, mais surtout c'est une injustice pour Jessica. Les disparus et assassinés ne peuvent pas crier à la justice, c'est le devoir des vivants de le faire pour eux. Cette page est dédiée à ma sœur Jessica Easterly de la part d'Audrey. » Jessica Easterly nous rappelle combien les relations humaines façonnent notre existence. Entourée d'amour et de liens familiaux forts, elle a aussi connu la souffrance et la manipulation. Mais même dans les ténèbres, l'amour et la loyauté de sa famille et de ses amis n'ont jamais faibli. Ils continuent de se battre pour la vérité, prouvant que, même face à l'injustice, l'amour et la solidarité sont les forces les plus puissantes. L'héritage de Jessica réside dans cette quête incessante de justice et dans l'amour qui l'entoure, même après sa disparition.